Thomas Bossuy est chargé de mission transition écologique à la DDT de l'Aisne et Élodie Pat, responsable de la mission stratégie et pilotage à l'Adréal. C'est à vous. Alors, c'est moi qui vais débuter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons parler aujourd'hui, comme l'a dit Anne-Lorraine, des postures de l'État. Et donc, avant de parler plus avant des postures de l'État, il convient de définir le terme clé de posture. Donc, la diapositive vous présente quelques pistes de réflexion que nous avons mis en commun. Mais on peut sans doute les résumer en faisant un parallèle avec le terme posture au sens médical du terme. Donc, en médecine, la posture, c'est la façon dont l'organisme se prépare à interagir avec le monde extérieur, à affronter les stimulations du monde extérieur et à y réagir. Donc, dans son sens professionnel, la posture, c'est notre manière d'être dans l'échange, notre manière d'interagir avec les autres, avec l'extérieur, comme en médecine. Et on peut parler de posture de l'État, mais l'État n'étant pas monolithique, on va aussi aujourd'hui parler de la posture des agents, des personnes. Donc, en tant qu'agent de l'administration, la posture que nous avons le plus intériorisée, la posture qui est la plus habituelle pour nous, c'est la posture dite régalienne, qui est une posture d'autorité. Nous sommes, en tant qu'agents, ceux qui connaissons les règles et les procédures, qui les faisons appliquer de façon égale à tous. Et c'est à nous qu'il revient de contrôler le respect de la règle par les autres acteurs et, le cas échéant, de sanctionner les écarts à la règle. Donc voilà, notre principale posture, la posture la plus classique de l'État, c'est la posture régalienne. Alors, c'est une posture qui est vraiment ancienne au sein de l'État, puisque vous voyez sur cette diapositive, on peut au moins la faire remonter à Napoléon, et très probablement même avant, à l'Ancien Régime. La posture sous Napoléon, la posture régalienne, c'était l'État à Paris fait tout redescendre vers les départements, les lois, les règles, les contrôles, et les informations remontent des départements vers Paris. Mais cette posture a évolué dans le temps. À compter des années 80, principalement, il y a eu un procédé de décentralisation prévu par la loi qui a transféré de plus en plus des compétences de l'État vers les collectivités. C'est allé un peu vite. Pour aboutir aujourd'hui à une société où on a beaucoup moins de verticalité, on est beaucoup moins dans un rôle de hiérarchie et beaucoup plus dans une approche horizontale qui organise les réseaux autour de pôles et de nombreux pôles reliés entre eux. Donc on est aujourd'hui dans une organisation beaucoup plus interconnectée avec beaucoup moins d'ascendants. Ceci étant, bon, cette évolution que je viens de décrire très brièvement, elle a encore démarré relativement récemment, hein, je l'ai dit, c'est environ il y a 40 ans, le début de la décentralisation. Et l'administration conserve encore aujourd'hui beaucoup des pouvoirs, l'administration d'État, beaucoup des pouvoirs dont elle disposait avant la décentralisation. Elle reste celle qui rédige la norme, celle qui, dans son quotidien, en contrôle l'application sur le territoire. Donc, la posture de l'État, aujourd'hui encore, contient une énorme part de posture ascendante. On a écrit descendant sur la diapositive, mais c'est de l'État vers les acteurs du territoire. C'est l'État qui finance, c'est l'État qui instruit, c'est l'État qui contrôle et qui sanctionne. Alors, à noter, à mesure que l'organisation de l'État se décentralise de plus en plus, les collectivités s'emparent à leur tour de ces rôles aussi. Donc, puisque les missions évoluent, les postures de l'État vont devoir évoluer avec, et donc les postures des agents vont devoir évoluer avec. Ça n'a rien d'évident parce qu'il est naturel de rester dans une posture que l'on maîtrise. L'État et ses agents ont l'habitude de la posture d'autorité et peuvent des fois rencontrer quelques résistances à sortir de leurs habitudes. Mais on est bien obligé de constater qu'on est aujourd'hui plus dans le monde de Napoléon. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où la révolution numérique, notamment, celle qui nous permet de nous parler aujourd'hui, fait beaucoup évoluer les modes d'organisation. Et nous sommes aussi dans un monde qui fait face à de nouveaux enjeux, ceux de la transition écologique notamment, et d'autres nouveaux enjeux. Et donc, nous devons nous adapter à ces nouveaux modes d'organisation et à ces nouveaux enjeux. Comment faire? Eh bien, je vais laisser la parole à Élodie pour la suite. Merci Thomas.
On a réfléchi au sein de l'équipe projet à ce que l'on nous reproche en tant que service de l'État. On vous apprendra rien en vous disant que l'image de l'organisation de l'État, c'est globalement celle d'un millefeuille administratif. Donc quelque chose de complexe, de difficile à appréhender, à la fois pour les services, pour les citoyens, mais aussi pour les acteurs des territoires. Alors, cette idée, on la retrouve notamment dans le grand débat. Si vous consultez la synthèse du grand débat, notamment pour notre région, vous verrez que dans les mots-clés qui reviennent le plus, on retrouve complexité, simplification ou réorganisation. Donc, cette idée, elle est bien présente dans la concertation locale. Alors, ce millefeuille administratif n'est pas propre à l'organisation de l'État. Globalement, c'est l'ensemble de l'organisation des services publics qui est vu comme un millefeuille administratif. Ça date pas d'hier. Alors déjà en 2018 et même bien avant, le défenseur des droits à l'époque, c'était Jacques Toubon. Il avait identifié, donc il avait diagnostiqué ce problème et il avait tenté d'identifier des sources, des explications à cette complexité. Il avait identifié quelques facteurs. Donc en vrac, il avait identifié l'évolution des services publics, notamment la réduction de leur périmètre, la réduction des moyens, la décentralisation, l'externalisation, et puis il avait identifié aussi la dématérialisation. Et tout ça, en fait, tous ces facteurs cumulés, et j'en ai oublié, contribuent en fait au sentiment diffus et dangereux de rupture entre les usagers et les services publics, et notamment avec les personnes les plus précaires, celles qui ont des difficultés avec l'informatique ou simplement avec les nouvelles technologies, par exemple. Alors, ce que l'on attend de nous, alors évidemment c'est très simpliste, hein, enfin j'allais dire il y a beaucoup d'attentes, mais une qu'on retrouve systématiquement, les Français attendent en réalité surtout de la simplicité. Là encore, je pense que je ne vous apprends rien. Ils attendent aussi de la personnalisation, voire même de la convivialité dans les relations avec les services publics. Alors j'avoue que ça peut paraître complètement paradoxal en fait à l'heure actuelle, alors que nous sommes tous coincés derrière notre petit écran et qu'on nous demande de diminuer les interactions sociales. Hein. Mais il y a une chose qui nous paraît importante au sein de l'équipe, c'est qu'en fait, tous les individus se caractérisent par un besoin d'échange social et notamment par un besoin de réciprocité. Ça, en fait, ce fondement même de notre fonctionnement, il est détaillé dans la théorie des échanges sociaux. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur le sujet, mais je vous invite à la consulter puisque ça explique un certain nombre des difficultés que nous rencontrons actuellement. Alors, que peut-on faire? Bonne question. Dans les principes qu'on vous propose d'adopter, le premier, c'est de sortir de notre rôle ascendant historique dont a parlé Thomas. Sortir du rôle, ça veut dire bien sûr respecter les règles, hein, faire ce que nous demande, mais c'est également prendre du recul et permettre de travailler en partenariat avec tous les partenaires d'un projet. Ils sont nombreux. Il y en a un certain nombre qui participent à ce séminaire. Là, je vois dans la liste de droite un certain nombre de collectivités, d'associations, d'autres acteurs de l'État, d'opérateurs, établissements, agences, etc. Donc, nous sommes tous des partenaires en fait qui interviennent au sein des grands projets. L'idée, c'est vraiment de travailler ensemble. Et en tant qu'acteur de l'État, on est là aussi pour permettre de mettre en relation les différents acteurs clés sur un projet, pour permettre aussi d'impulser des nouvelles actions auxquelles on n'avait pas forcément pensé au départ, et puis permettre de planifier correctement un projet. Il faut rappeler une chose en fait qui paraît peut-être essentielle et structurante, c'est qu'on est là pour défendre des enjeux communs, les enjeux à la fois économiques, environnementaux et sociaux en fait au sein des projets. Et pour ça, on a un rôle de mise en lien, donc de mettre en lien à la fois les acteurs, mais aussi les différentes politiques publiques que nous portons et qui peuvent être complexes, mais qui sont complémentaires. Donc, dans le cadre d'un projet, par exemple, ça peut être contrôlé. Alors, on le fait déjà au niveau de l'État, on le fait souvent à l'aval des projets et ça apparaît comme des sanctions. Mais on pourrait aussi contrôler en amont et permettre de réorienter les projets, puisque finalement, notre enjeu, c'est de respecter la réglementation et de faire évoluer les projets. Faire évoluer les projets, c'est aussi expliquer et accompagner les porteurs de projets tout au long de la vie du projet. Alors, comment évoluer? C'est aussi une question de langage et d'attitude. Ça veut dire qu'il faut travailler pour qu'on soit plus accessible.
on n'est pas forcément aidé par le langage souvent technique et juridique qu'on emploie dans nos métiers. Et donc, il faut effectivement qu'on travaille pour essayer d'être clair dans ce qu'on dit, d'écouter pour répondre clairement aux questions qui nous sont posées. Un deuxième enjeu, c'est également de personnaliser. Alors, personnaliser, ça peut être des choses très simples, comme par exemple de penser dans les courriers à indiquer son nom, son prénom et sa fonction, en quoi on est utile dans le cadre de la question posée. Un deuxième axe, ce serait d'adopter une position d'ouverture. Alors, c'est déjà le cas, hein, c'est pas nouveau. On voit en fait, évidemment, l'attitude dans les services publics évoluer depuis bien longtemps. Mais cette position d'ouverture, elle est juste essentielle et structurante en fait dans notre action. L'idée, c'est de ne pas se contenter de fermer la porte, puisque la réglementation, malheureusement, nous oblige parfois à fermer la porte, mais c'est systématiquement aussi penser à ouvrir des fenêtres et à chercher des pistes de solutions pour les porteurs de projets qui sont concernés. Alors, pour les acteurs de l'État, agir pour les transitions, évidemment, c'est le cœur de nos missions, puisque au niveau des services de l'État, on travaille pour le ministère de la Transition écologique. Forcément, nos missions, par nature, elles sont consacrées aux transitions écologiques et solidaires. Elles nous prennent déjà du temps, mais souvent, elles sont multiples dans les services, mais on travaille en général dans l'ombre. Et donc, elles sont mal connues et on ne sait pas forcément bien les expliquer. Un des premiers enjeux, c'est de comprendre ce que font les différents acteurs locaux. J'ai mis les acteurs de l'État, mais c'est les acteurs publics en général sur le sujet, et donc de pouvoir l'expliquer clairement. Moi, je vous pose une question, c'est de savoir, est-ce que vous sauriez expliquer le rôle de chacun des acteurs sur notre territoire et en quoi leur action est déterminante dans les transitions qu'on porte? Je pense que la question n'est pas si simple qu'on pourrait le croire. Un deuxième enjeu, c'est de retrouver des marges de manœuvre, de s'autoriser à innover, et puis de se placer en résolution de problèmes. Et là, ça suppose évidemment d'avoir le soutien de sa hiérarchie, et c'est tout l'intérêt en fait de la démarche, puisque la démarche implique largement les pilotes au niveau des services de l'État les plus concernés, qui vont intervenir ensuite dans la suite de ce séminaire pour effectivement étudier avec nous comment on peut répondre à ces différents enjeux. Enfin, donc dans le cadre du projet, on ne fait pas que se poser des questions, on vous propose aussi des pistes de solutions et des solutions. Donc ces solutions, vous les trouverez sur Internet, on les a publiées de façon large. Vous trouverez des pistes sur les acteurs qui sont impliqués dans les transitions, comment on peut financer des transitions, et puis les différents outils et méthodes. Et on vous invite à partager, puisque c'est vraiment co-construit en fait ensemble, c'est ouvert. Et donc, surtout, si vous avez des idées de contenu pour enrichir la démarche, n'hésitez pas à nous envoyer vos contenus via l'adresse qui figure sur cette diapositive. Voilà, je vous remercie beaucoup, à bientôt.